sommes ensemble pour ce cadre de l'information sur la Voix Sainte TV. Voici les principaux titres de cette édition. Le gouvernement rwandais ferme 714 églises à Kigali. Les raisons de cette mesure dans une poignée de minutes. La mort du journaliste Jan Kuciak a poussé le ministre slovaque de la Culture à la démission. Les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. La série noire se poursuit pour les soldats onusiens. L'explosion d'une mine fait 4 morts dans les rangs des casques bleus au Mali. Et puis la page sportive de cette édition sera animée par Ange Michael Seri. Bienvenue à tous. Le gouvernement rwandais a procédé à la fermeture de 714 églises à Kigali. Depuis la semaine dernière, il est reproché à ces confessions religieuses un statut juridique peu clair. Nadia Iounou pour plus de détails. Depuis le début des années 2000, une floraison d'églises évangéliques, communément appelées églises du réveil, ont fait leur apparition sur le sol rwandais, soulevant parfois une volée de critiques, notamment sur leurs modes d'installation et de fonctionnement. À ces églises, Kigali reproche le non-respect des normes de sécurité, d'hygiène et des exigences relatives au statut juridique. Dans certaines églises, il n'y avait par exemple pas de parc de stationnement, occasionnant ainsi des embouteillages sur certaines voies, souligne Justice Kangwaya, représentant de l'État qui coordonne les opérations. Certaines églises fonctionnaient tout simplement sous des tentes, sans point d'eau ni de toilettes. Un autre groupe de lieux de culte est notamment décrié pour ses activités illégales. Ils fonctionneraient sans licence d'exercer, en dépit des prescriptions de la loi qui en font une obligation. Beaucoup estiment par ailleurs que le gouvernement aurait dû accorder davantage de temps aux mises en cause afin qu'ils se conforment aux règles qui leur sont édictées. Par ailleurs, le président du Forum des églises du district de Nyarujange, Monseigneur Innocent Nzeimana, a également plaidé pour que ces églises soient autorisées jusqu'à ce que les problèmes soulevés soient résolus. Les gouvernements indiens et ivoiriens ont conclu ce mercredi à Abidjan de nouveaux accords portant l'un sur la création des parcs technologiques ruraux en Côte d'Ivoire et l'autre sur la coopération dans les domaines des arts, de la culture et des masses médias, nous dit Freddy Soundé. L'accord relatif à la création du parc technologique rural en Côte d'Ivoire a été scellé par le ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amontano et le vice-ministre indien aux Affaires extérieures MD Akbar. Le second accord visant à la coopération dans les domaines des arts et de la culture et de l'archéologie en vue de contribuer à une meilleure compréhension de la culture des peuples ivoiriens et indiens et de leurs activités dans ces domaines a été signé par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, et le vice-ministre indien aux Affaires extérieures MD Akbar. Les relations diplomatiques entre la République de Côte d'Ivoire et l'Inde, qui datent de 30 novembre 1962, alimentent de nombreux accords portant sur de grands projets dont la zone franche de Grand Bassam Vitible, évaluée environ à 10 milliards de francs CFA. D'ailleurs, le vice-ministre indien a visité mercredi matin cette zone franche de biotechnologie et des technologies de communication et de l'information à Grand Bassam. Le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Kone, et le directeur général du groupe CSOB, une banque tchèque, Juan Nivit, ont procédé ce mercredi à Abidjan à la signature d'une convention commerciale avec le groupe Iveco. Martial, voici commentaire. Selon le ministre ivoirien de l'économie et des finances, la structuration du financement est répartie en deux tranches. La tranche A, d'un montant de 8,855 milliards de francs CFA, représentant 15% du coût du contrat commercial à durée de 7 ans avec un différé de 18 mois pour un taux d'intérêt de 2,2%. La tranche B, d'un montant de 50,178 milliards de francs CFA, représentant ainsi 85% du coût du contrat commercial à une durée de 12 ans avec un différé de 18 mois pour un taux d'intérêt de 2,2%. Comme mesure d'accompagnement, le ministre Adama Kone a promis que le fournisseur Iveco prend toutes les commissions liées au financement et à l'assurance à l'exportation d'un coût de plus de 5 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances, après avoir invité les responsables de la Sotra à faire bon usage des nouveaux engins, a estimé que ces autobus vont permettre à la société abidjanaise d'améliorer la qualité de son service offert à sa clientèle. Le ministre des Transports Amadou Kone a pour sa part souligné que l'option des véhicules à gaz a été motivée par la volonté de respecter les engagements de l'État de Côte d'Ivoire à la COP 21 et de lutter contre la pollution à Abidjan.
Avec toutes ces actions, le ministre a promis que l'objectif 2018 de cette société étatique est de passer à 350 000 passagers par jour, actuellement à 450 000 dans les mois à venir. Le directeur général du CSOB, Yann Nivit, s'est dit heureux de la finalisation de cet accord. Pour accélérer le processus de la livraison des autobus, le directeur général de la Sotra, Meïté Bouaké, doit se rendre dans les prochains jours à Paris auprès des dirigeants du groupe Iveco. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a pris une ordonnance modifiant l'article 883 du Code général des impôts et qui consacre une réduction et une harmonisation du montant du droit de timbre applicable aux documents uniques de transport à 500 francs. Estelle Trayo analyse. Précédemment fixé entre 1 000 et 4 000 francs CFA, le montant du timbre sur le document unique de transport était en fonction de la charge utile du véhicule du transport ou de la nature du produit transporté. Il est désormais de 500 francs CFA, quelle que soit la charge utile du véhicule et la matière transportée. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Nabaye-Koné, il s'agit pour le gouvernement, en portant ce montant à la baisse, d'harmoniser ce tarif avec celui pratiqué dans les pays de la sous-région. En outre, le ministre Bruno Nabaye-Koné a expliqué que cette baisse vise à rendre le timbre sur le document unique de transport plus accessible de façon à ce que ce tarif soit appliqué effectivement à la totalité des services de transport de marchandises par la route. Le président américain veut réglementer l'achat des armes aux États-Unis devant un groupe de parlementaires républicains et démocrates convoqués pour travailler sur un projet de loi sur les armes à feu. Donald Trump s'est montré prêt à relever l'âge légal de 18 à 21 ans pour acheter des armes. Prudemment, le président américain semble vouloir aller plus loin sur les armes à feu. Devant un groupe de parlementaires républicains et démocrates convoqués pour travailler sur un projet de loi sur les armes à feu, il s'est montré prêt à relever l'âge légal de 18 à 21 ans pour acheter des armes. Je suis le plus grand partisan du second amendement. Beaucoup d'entre vous l'êtes. Je suis un grand fan de la NRA. J'ai déjeuné avec eux et je leur ai dit « Il est temps. Nous devons mettre un terme à cette absurdité. Il est temps. » La pression est venue des rescapés de la fusillade de Parkland. Après la mort de 14 d'entre eux et 3 professeurs il y a 15 jours, les élèves de Floride ont finalement repris les cours hier. C'était bien d'être soutenu par tout le monde. Je suis contente que cela nous ait tous rassemblés au lieu de nous diviser. Ma professeure a pris la parole et elle a prononcé le nom de Luc dans son discours et beaucoup se sont mis à pleurer parce qu'on savait tous qu'il était parti. On essaie juste de retrouver une certaine normalité comme avant parce qu'au bout du compte, la vie doit continuer, vous savez. Plus tôt, le géant des supermarchés Walmart et une chaîne de sport ont annoncé qu'ils ne vendraient plus d'armes aux moins de 21 ans. Et comme Walmart en 2015, Dick's Sporting Goods a annoncé qu'il cessait la vente de fusils d'assaut semi-automatiques. Le ministre slovaque de la Culture a annoncé sa démission suite au meurtre du journaliste d'investigation Jan Kuciak, retrouvé mort avec sa femme. Ce dernier enquêtait sur une affaire de corruption et des liens présumés avec la mafia calabraise, les hommes d'affaires italiens et des personnalités politiques influentes. Marek Madarik quitte le gouvernement slovaque. Dans un pays profondément choqué par le meurtre d'un journaliste d'investigation, le ministre de la Culture a choisi de se retirer. Cette démission est une décision personnelle qui ne concerne aucun autre responsable politique. Simplement, en tant que ministre de la Culture, je ne peux pas assumer le fait qu'un journaliste ait été assassiné au cours de mon mandat. Retrouvé mort dimanche, une balle dans le thorax, Jan Kuciak enquêtait sur une affaire de corruption et des liens présumés entre des hommes d'affaires italiens soupçonnés d'être de mèche avec la mafia calabraise et des personnalités politiques influentes, y compris au sein du gouvernement slovaque. Une version inachevée de son article a été publiée par plusieurs médias. D'aucuns s'interrogent aussi sur l'incendie survenu au siège de l'administration financière à Košice, qui abritait des documents fiscaux liés à son enquête.
Les corps sans vie du journaliste de 27 ans et de sa compagne ont été retrouvés dimanche dans leur maison. L'opposition a demandé la démission du chef de la police pour ne pas avoir pris au sérieux les menaces dont Jan Kuciak faisait l'objet. Devant la vague d'indignation provoquée par ce double meurtre, le Premier ministre Robert Fico a offert 1 million d'euros à qui fournirait des informations aux enquêteurs. L'explosion d'une mine au passage d'un véhicule des casques bleus a fait 4 morts et 4 blessés dans le centre du Mali ce mercredi. La mort de ces soldats porte à 8 le nombre de casques bleus tués depuis le début de l'année. Martial Kwasi. Comme ce 27 février pour l'armée malienne, un engin explosif non identifié a provoqué le drame. L'explosion a eu lieu vers 14 h alors que le blindé de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, circulait entre les localités de Boni et de Douentza dans la région de Mopti, dans le centre du pays. À bord d'un véhicule blindé, 4 casques bleus ont été tués sur le coup. Il s'agit encore d'un bilan provisoire car 4 autres soldats grièvement blessés ont été évacués à l'hôpital de la MINUSMA à Bamako, la capitale. Ces attaques avec un engin explosif sont devenues particulièrement fréquentes dans cette région. Le 27 février, 6 militaires maliens ont ainsi été tués dans un incident similaire dans cette région, mais à l'ouest de Mopti. Selon une source onusienne, la MINUSMA est confrontée quasiment chaque semaine à l'explosion d'une mine dans cette région. Mais contrairement aux apparences, il y a des progrès selon elle. Preuve en est le fait que les 2 dernières explosions de mines, les 15 et 23 février dernier, contre les casques bleus, n'ont pas fait de victimes. Une collision entre 2 trains dans le nord de l'Égypte a fait au moins 15 morts et des dizaines d'autres blessés. Au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans un accident ferroviaire en Égypte ce mercredi. Un train de marchandises et un train de passagers sont entrés en collision. La catastrophe s'est produite dans le nord du pays à Al-Bahiriya. Elle intervient après qu'une collision entre 2 trains près d'Alexandrie a fait 41 morts en août 2017. 30 ambulances ont immédiatement été envoyées sur les lieux de l'accident. D'après le porte-parole du ministère de la Santé, les victimes et les blessés ont été transportés vers des hôpitaux. Dépêchée sur les lieux de l'accident, la gouverneure locale Nadia Abdo a été prise à partie. Nous voulons une explication, a scandé la foule. Ouvrons la page sportive de cette édition et Ange Michael Seri de la rédaction sportive est sur le plateau. Bonjour Ange. Bonjour Alain. Alors, on va commencer par le football, la blessure de Neymar qui déclenche une guerre entre le Brésil et le PSG. Alors, le choc des 8e de finale à retour de la Ligue des Champions prévu pour le 6 mars prochain opposera le Real Madrid au PSG au Parc des Princes. On l'a appris cette semaine, la star brésilienne Neymar sera donc le gros absent de ce choc après sa blessure dimanche dernier lors du Classico. Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Il faut dire que juste après cette rencontre, la blessure du Parisien a déclenché une guerre entre le Brésil et le PSG. Plus de détails en images. Et on reste en France dans les pages du journal Le Parisien qui évoque la blessure de Neymar qui fait tant parler depuis quelques jours. Hier en conférence de presse, Unai Emery s'est montré rassurant en déclarant « Je crois qu'il y a une petite option pour que Neymar soit prêt contre le Real Madrid ». Oui mais voilà, tard dans la soirée, le père de Neymar s'est lui aussi exprimé et il a surpris tout son monde. En direct à la télévision brésilienne, il a dit « Le PSG sait qu'il ne peut pas compter sur Neymar durant 6 à 8 semaines. Il est absurde de penser qu'il puisse jouer contre Madrid. » Il dit donc totalement le contraire d'Unai Emery. Incroyable déclaration qui se retrouve partout ce matin, comme ici en Espagne dans le quotidien AS. Pour le père de Neymar, le joueur doit se faire opérer. Un avis qui ne serait donc pas partagé par le club parisien, qui souhaitait garder toutes ses chances de le voir jouer contre Madrid. Enfin, le père du Brésilien ajoute « Nous ne devons rien faire qui puisse porter préjudice à Neymar dans le futur ». Oui, car le futur, c'est la Coupe du Monde en Russie, comme l'explique très bien le journal El País. C'est le gros dilemme pour Neymar. Choisir entre la Ligue des Champions ou le Mondial avec le Brésil. Ceci est bien la preuve que le dossier Neymar n'est plus seulement dans les mains du PSG, c'est désormais une affaire brésilienne. C'est d'ailleurs la thèse qu'appuie le journal Sport aujourd'hui, en parlant même d'une guerre Brésil-PSG.
Pour résumer la situation, le PSG souhaiterait attendre et voir si Neymar peut jouer contre Madrid, c'est-à-dire prendre le risque que la fissure se transforme en fracture. En revanche, pour la sélection brésilienne, il est hors de question de prendre le moindre risque. Neymar doit se faire opérer rapidement et arriver en forme à la Coupe du Monde. Alors Ange, on sait également que les préparatifs pour le JO Tokyo 2020 sont en bonne voie. Les mascottes ont été dévoilées. Alors, comme tu l'as mentionné, les organisateurs des Jeux Olympiques à Tokyo 2020 ont dévoilé mercredi la paire des mascottes choisies par les écoliers japonais pour incarner les prochains JO d'été. Comme vous le voyez sur les images, ce sont des personnages au style très manga, avec des oreilles pointues, de grands yeux rieurs et des super pouvoirs, d'où le nom de Yurukiara, récoltant plus de 100 000 votes dans quelques 16 700 écoles primaires du pays. La mascotte en bleu sera utilisée pour les Jeux Olympiques et celle en rose pour les Jeux Paralympiques. Alors parlons à présent de dopage. Le CEO lève la suspension du comité olympique russe. Il faut dire que cette décision intervient 3 jours après la fin des Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud le dimanche dernier. Le CIO a donc joint la parole à l'acte puisqu'elle prévoyait la possibilité de lever la suspension au dernier jour des JO d'hiver afin de permettre aux sportifs russes de pouvoir défiler derrière le drapeau russe. Si auparavant la commission exécutive du CIO avait rejeté cette possibilité, aujourd'hui la Russie peut pousser un ouf de soulagement. Reste à savoir si les centaines d'athlètes russes suspendus pour dopage auront cette même grâce. Alors justement sur la question, Ange, qu'est-ce que tu en penses? Alors je pense que c'est le comité international olympique et l'AMA qui sont les seuls habilités à pouvoir trancher cette affaire. Merci Ange, merci en tout cas pour toutes ces précisions sur l'actualité sportive. Ce journal prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos programmes. Shalom.